Hop. Est-ce que vous voyez le PowerPoint que je vous partage? Super, super, super. Allez, merci. Merci pour vos réponses. Et on va du coup commencer. Donc, bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié à la marque du coup Trend AI. Alors, Trend AI, on va y revenir un petit peu, un petit peu après sur sur ce nom. Donc, le but aujourd'hui est de vraiment vous présenter les risques que va englober l'IA et surtout comment est-ce qu'on peut maîtriser ces fameux risques afin de libérer tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc, le but étant effectivement de ne pas bloquer ces outils qui sont très puissants et, euh, et assez intéressants à utiliser, mais de plutôt en limiter l'accès et monitorer vraiment les données qu'on va pouvoir envoyer sur ce type d'outils-là, qui peuvent être euh, assez floues dans la manière de l'utilisation de nos données. Donc je me présente, donc je suis Tanguy Bagatti, hein, expert en cybersécurité chez Chris Réseau et principalement voilà, en charge de la marque Trend Micro, voilà, qui s'est renommée maintenant Trend AI. Donc pour la petite histoire, l'origine de ce rebranding est vraiment le fait que Trend Micro euh, veut mettre un gros coup d'accélérateur et veut vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la protection et la sécurisation de tout ce qui est intelligence artificielle, et qu'ils sont convaincus, et je pense qu'ils ont raison, que les outils d'intelligence artificielle sont de plus en plus présents dans notre quotidien. On le voit un peu de partout, on les met un petit peu à toutes les sauces. Alors là, je ne parle pas vraiment de l'intelligence artificielle générative qui va générer des vidéos, etc., mais plus de l'intelligence artificielle dans sa globalité et dans l'utilisation qu'on va pouvoir en avoir dans le cadre de notre travail. Et donc, effectivement, Trend Micro, Trend AI maintenant, met un fort accent sur la protection de ces outils-là. Et ça se retrouve d'ailleurs par des partenariats avec des acteurs de l'intelligence artificielle, comme NVIDIA par exemple, qui ont conclu des accords avec Trend Micro pour pouvoir sécuriser toute la suite de l'intelligence artificielle. Donc, ça va forcément du, euh, du processeur dans un GPU développé par NVIDIA sur lequel Trend Micro va être capable de se connecter, de s'intégrer pour pouvoir forcément sécuriser toute la chaîne derrière. On va voir aussi par la suite comment est-ce que on peut sécuriser aussi là on parle de la sécurité autour de, de l'outil IA, mais on peut aussi sécuriser du coup l'utilisateur sur les IA génératives qui sont plutôt publiques. Donc c'est le but de ce webinaire-ci. Hop. Alors, dans un premier temps, on va passer à peu près 20 minutes sur des slides, 20 minutes de diaporama, et on finira du coup par 30 minutes de démonstration à peu près hein, sur l'outil TrainAI Vision One, et principalement du coup sur la partie cartographie de la donnée et protection des utilisateurs sur les IA génératives. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, vraiment la cartographie de la donnée. Une fois qu'on a cartographié cette donnée-là, comment est-ce qu'on va être capable de la protéger? Et enfin, on ira sur le monitorer l'usage des IA génératives, vraiment monitorer les données qu'on va envoyer aux IA génératives et aussi contrôler la réponse de ces IA-là. Parce que vous allez voir, on est capable de protéger l'utilisateur du prompt qu'on va envoyer. Donc ça, c'est plutôt la protection des données qu'on va envoyer sur ces IA-là. Et aussi contrôler la réponse des IA. Alors là, c'est plus pour des IA peut-être un peu privées que vous auriez développées chez vous ou sur lesquelles vous avez mis en place un outil IA pour vos collaborateurs en interne qui a accès à vos données aussi personnelles et donc éviter forcément voilà, le potentiel des exfiltrations de données internes. Hein. Donc je parle vraiment, par exemple, je prends un exemple très basique et très simple, un collaborateur qui demanderait une fiche de paie d'un autre employé. Ça va violer forcément des règles RGPD et donc ça, on va être capable de le contrôler et de le bloquer. Donc pour commencer, la cartographie de la donnée.
Donc, chez TradAI, sur la console Vision One, via l'agent antivirus, via l'agent EDR même, on va être capable d'activer une fonctionnalité qui s'appelle le Data Security Sensor. Le Data Security Sensor, qu'est-ce que c'est? C'est un capteur qui va être capable d'analyser la donnée qui se passe, qu'il y a sur un poste, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur une donnée, eh bien, il va être capable de l'analyser, de la comprendre, cette donnée-là, et il va être capable de la cartographier. Qu'est-ce que c'est que la cartographie de la donnée? C'est vraiment savoir quels sont les utilisateurs qui ont des données sensibles présentes sur leur poste, d'où est-ce que vient cette donnée. On va être capable du coup voilà, de savoir si la donnée a été téléchargée sur Internet, est-ce qu'elle a été récupérée sur un partage de fichiers en SMB, sur un OneDrive, etc. Comment la donnée va naviguer dans mon environnement. Donc là, on va être capable aussi de vraiment savoir et mettre en place avoir une chaîne, on le verra par la suite, cette chaîne-là, comment est-ce elle se définit, comment est-ce qu'elle s'articule. Une chaîne, vraiment, de savoir, OK, la donnée est arrivée d'un point A, elle est passée sur un point B, C, D, elle a été renommée, elle a été compressée, etc. Est-ce que cette donnée a été exfiltrée? Est-ce qu'elle a été mise en place sur une clé USB? Finalement, bah, quel est le risque de l'exposition de la donnée sensible et comment est-ce qu'on détecte et comment est-ce qu'on répond à une tentative d'exfiltration? Voilà, aujourd'hui, le but dans une approche XDR n'est pas vraiment de... Enfin, alors, il est effectivement de répondre à un incident, mais pour répondre efficacement à un incident, il faut comprendre la donnée, il faut comprendre quelle est la personne aussi qui va exploiter cette donnée-là, pour avoir une réponse des plus efficaces. Euh, Si jamais on a, une personne de l'accueil qui a accès à des données très sensibles, eh bien, c'est pas quelque chose qui est normal. Par contre, si c'est une personne de la comptabilité qui a accès à des données de facturation, bon, bah, là, c'est quelque chose qui est assez normal. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de connaissance de la personne et de connaissance de la donnée qui doit se travailler ensemble, hein. C'est pour ça qu'on parle d'approche XDR vraiment. Alors XDR, on a aussi la notion de détection et de réponse. Donc la réponse aussi à un incident potentiel, il faut que ça puisse être efficace enfin, pour que ce soit efficace, pardon, il faut forcément qu'on ait ces deux notions qui puissent fonctionner aussi ensemble. Donc c'est ça vraiment la cartographie de la donnée, c'est connaître la donnée sensible et comprendre sur quel poste est-ce qu'elle a été détectée. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'approche XDR. On va vraiment avoir ici les principaux piliers de la solution TrendAI Vision One. Donc, on voit le Cyber Risk Exposure Management, hein, qu'on appelle le CREM dans son abréviation, qui va vraiment englober toutes les solutions de TrendAI Vision One, hein. J'avais fait un webinaire il y a quelques temps sur cette partie-là. Et on va avoir en dessous la partie Security Operation, le SecOps, qui va du coup englober bah, toutes les solutions de sécurité, donc l'endpoint security, le cloud security, network security, email security, identity security, c'est la fameuse fonctionnalité que je vous parlais de savoir quelle est la personne, quelles sont les personnes, identifier ces personnes-là pour savoir si elle fait partie de tel ou tel service, comprendre est-ce qu'elle a des accès administrateurs, etc. AI security auquel on va aussi aborder et data security, du coup, qui est la dernière brique, qui est celle qui nous intéresse. Donc voilà, le but de data security, c'est vraiment de découvrir et de classifier la donnée sensible, de contrôler le mouvement de la donnée, de savoir où est-ce qu'elle est stockée, cette fameuse donnée, et accéder à un inventaire de la donnée pour en suivre l'intégralité de la traçabilité des données et forcément identifier le potentiel risque. Donc, quand on parle de cartographie de données, on va parler de ce qu'on appelle le data linéage, c'est-à-dire l'histoire de la donnée. Donc, le but du data linéage, c'est de comprendre une donnée, où est-ce qu'elle a été téléchargée, si jamais elle a été compressée, est-ce que cette donnée a été renommée, copiée sur une clé USB, etc., etc. Ça, c'est voilà, vraiment important et très efficace pour comprendre vraiment ben voilà, qu'est-ce que cette donnée sensible était à un instant T. Cette donnée, on a vu qu'elle a pu être téléchargée par une personne X, donc cette donnée voilà, a été stockée peut-être sur un serveur SMB, téléchargée par une personne X, renommée pour exfiltration peut-être derrière, donc peut-être que la personne est malveillante, elle essaye de renommer la donnée, elle veut l'exfiltrer sur une clé USB, l'exfiltrer peut-être par mail ou que sais-je. Et elle pense peut-être que si elle renomme cette donnée-là, la donnée va pouvoir fuiter de manière un peu plus facile. Eh bien, c'est pas forcément le cas parce que justement, le data linéage, pardon, est là pour
eh bien, tracer vraiment cette donnée-là. Donc, même si la donnée a été renommée, elle sera quand même tracée. Et ensuite, bah, forcément, une fois qu'on a pu tracer la donnée, avoir un historique complet de cette donnée, bah, le but, c'est de pouvoir la protéger, cette donnée-là. Donc, on va mettre en place des politiques de sécurité pour avoir de la sécurité proactive, hein. Donc, les politiques vont nous permettre de mettre en place des règles qui vont nous dire est-ce que je veux bloquer l'utilisateur sur, par exemple, la copie d'une donnée sur une clé USB? Est-ce que je veux éviter que l'utilisateur puisse envoyer une donnée sur un Gmail, sur un Google Drive, pardon, sur un OneDrive? Voilà, toutes ces fonctionnalités-là vont être possibles, pardon, lors de la mise en place de la politique. On va pouvoir prendre des actions, soit de bloquer, soit d'avertir l'utilisateur, de notifier, voilà, et forcément aussi de notifier un administrateur d'une potentielle fuite qui aurait eu lieu. Donc ça, on le verra par la suite. Je vous montrerai sur la console TrainAI Vision comment ça s'articule et comment ça se met en place. On va le voir, hein, on va avoir un petit exemple alors assez basique d'une donnée qui a été téléchargée, renommée et et qui a été mise en place sur un OneDrive. On pourrait très bien aussi imaginer que vous, votre politique d'entreprise, c'est d'utiliser du OneDrive. Donc forcément, vous voulez éviter que vos collaborateurs puissent mettre en place la donnée sur un Google Drive ou sur un Dropbox, par exemple, hein, voilà, pour éviter d'utiliser des outils tiers que vous ne maîtrisez pas. Et donc, le deuxième point, c'est le ZTSA, la partie surtout AI Access, la notion de sécurisation de l'utilisateur sur les IA génératives. Vous allez voir que c'est un lien quand même assez rapproché, puisque le but que l'on a, hein, le risque qu'on a avec les IA génératives, c'est d'empêcher les utilisateurs forcément d'envoyer des données sensibles sur ces IA-là. Donc, l'AI Access fait partie d'une fonctionnalité qui s'appelle le ZTSA, le Zero Trust Secure Access. Euh, le but du Zero Trust Secure Access, le but du Zero Trust dans sa globalité, c'est Never Trust, Always Verify. C'est-à-dire qu'on va toujours vérifier la personne, vérifier l'intégrité de la personne, vérifier l'intégrité de la machine qui va accéder à une ressource et ne jamais lui faire confiance. Pas parce que la personne la machine en tout cas va se présenter en étant authentifiée avec une personne X que c'est vraiment celle-ci. On va vraiment toujours vérifier, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est la machine avec laquelle tu utilises a le droit d'accéder à cette ressource-là, etc., etc. Et donc, il se comporte en trois axes principaux, le private access, l'Internet Access et l'AI Access, ce qui m'intéresse. Le Private Access, assez globalement, il permet de sécuriser, c'est du PAM, hein, donc il permet vraiment de sécuriser l'accès aux applications internes sans exposer le réseau. Et ça va forcément du coup venir à remplacer les VPN traditionnels par une approche Zero Trust assez flexible et performante. Ensuite, on va avoir l'Internet Access qui va lui agir vraiment comme un proxy intelligent. Donc, on va être capable de protéger la navigation des utilisateurs pour éviter qu'ils puissent accéder à des menaces en ligne. Et enfin, l'AI Access qui va venir vraiment surveiller et contrôler l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative. On va vraiment pouvoir protéger des outils comme ChatGPT, Copilot, etc. Du moins protéger l'utilisateur de ces outils-là afin de garantir forcément une utilisation conforme et sécurisée. Vraiment, le but, c'est pas d'interdire l'accès à une IA, mais de plutôt en contrôler l'accès. Le ZTSA, du coup, voilà, la partie AI Access, on est capable de s'interconnecter avec toutes les solutions IA du marché qui existent même dans le monde. Même si vous développez votre propre LLM, on va être capable de s'interconnecter avec, du moment qu'il y a forcément une petite configuration à faire, hein. Le but, c'est de fonctionner un peu comme un proxy. C'est un proxy IA, en fait. On va déployer soit une VM en local pour pouvoir faire l'analyse de la donnée, soit on va déployer, soit on va pardon, déployer une VM dans le cloud, soit on va utiliser le cloud de Trend Micro que Trend Micro met à disposition pour pouvoir analyser la donnée, hein, comme la partie proxy, donc l'Internet Access. Ça fonctionne de la même manière. On va vraiment analyser la donnée qui est envoyée, analyser le contenu du prompt qu'on va envoyer et par la même occasion aussi le retour, la réponse que nous fait l'IA. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples d'IA sur la gauche plutôt public, hein, donc Gemini, Copilot, Mistral AI, OpenAI pour ChatGPT, voilà. Et sur la droite, vous avez plutôt
des IA internes, Olama, Jan, LM Studio, etc. Ça, c'est des IA qu'on va plutôt mettre en interne et donc on va être capable forcément voilà, de s'interconnecter avec ces IA-là aussi. Hop, on va passer du coup à la partie démonstration. Alors, j'ai une question de Cyril. Est-ce que cela fonctionne avec d'autres drives? Alors, je vais montrer du coup après les drives qu'on va être capable avec lesquels on va être capable de s'interconnecter pour la partie data security. Hop. Alors, il faut que j'arrête mon partage et que je vous mette le partage de mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Alors, hop, j'enlève ça. Le data security se présente comme ceci. Donc là, on va le retrouver sur la console TrendAI Vision One. Alors, pour ceux qui ont jamais vu cette console-ci, je vous recommande d'aller regarder aussi un webinaire que j'ai fait il y a quelques temps sur la partie TrendAI Vision One. Alors, je présentais aussi la partie MSP dans ce webinaire-ci, mais je vais aussi du coup présenter la console Vision One dans sa globalité. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tous les menus, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai présenté. Euh, euh, donc, on a un onglet qui s'appelle Data Security sur notre console Vision One. Il faut savoir que le Data Security est capable de s'interconnecter avec une instance cloud, si jamais vous avez des données stockées dans le cloud, et aussi, du coup, via un sensor sur les données forcément qui sont stockées sur les postes utilisateurs. Donc là, c'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser dans notre cas. Euh, pour que ça fonctionne, forcément, il faut que vous ayez mis en place le data sensor. Ça sera un coût supplémentaire, hein. Il faut savoir voilà, que c'est un coût supplémentaire sur votre solution. Si jamais vous faites de l'antivirus ou de l'EDR, et vous activez ce fameux data sensor, ça va vous coûter une certaine somme. Alors, je ne sais plus combien exactement, ça faudra vous retourner pardon, vers votre commercial ce réseau pour avoir un peu plus de détails là-dessus. En tout cas, on arrive là-dessus, donc sur une page, donc le Data Security Posture, c'est globalement une overview de notre donnée. Il va nous donner un score de risque, il va nous donner des données, voilà, une overview vraiment de ce qui a été détecté comme données sur notre parc. Donc là, on voit que j'ai un score de 78 hein, qui est représenté ici. Et donc ce score est évolutif dans le temps en fonction du risque et de la donnée qui a été détectée sur mon parc. Hop. Si on descend un petit peu, on va être capable de voir aussi la catégorie des données qui ont été détectées. Donc, est-ce que c'est des données plutôt personnelles? Est-ce que c'est des données plutôt financières? Des données de type credential, donc le mot de passe, etc. Quels sont les assets qui ont le plus de données ou qui ont le plus gros risque avec des données les plus sensibles sur leur parc, sur leur poste, pardon. Et enfin, des événements de risque qui sont remontés aussi. Donc, par exemple, là, il me dit, bah, attention, vos devices n'ont pas forcément joué le domaine. Voilà, c'est un environnement de lab, hein, donc forcément, c'est peu représentatif de la réalité. Pour ça qu'on a un score qui est assez élevé, etc. Et pour ça qu'on a des machines qui n'ont pas rejoint le domaine. Mais forcément, voilà, là, on a une petite indication aussi du potentiel des risques que représentent nos machines. Hop. Ensuite, on va pouvoir du coup aller dans Sensitive Data Classification. Alors, je vais juste recharger la page. C'est vraiment qu'elle a été ouverte et du coup, elle est un peu lente. Si elle veut bien, ok. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie. Alors, je vais juste, hop, la relancer. Hop, on retourne sur mon Data Security. Alors, si jamais on veut dérouler le menu, hein, on a les deux petites flèches en bas. Et il faut que je retrouve mon Data Security qui est ici. Et donc, Sensitive Data Classification.
Alors, le Sensitive Data Classification, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les règles qui vont me permettre de catégoriser une donnée comme étant sensible ou pas. Donc, on a déjà 137 règles qui ont été créées par Trend Micro. Vous voyez qu'on a des règles qui sont plutôt orientées comme étant voilà, des règles pour Taïwan, par exemple, dans ce cas précis. On a des règles voilà, pour Israël ici, des règles pour l'Australie, mais on a surtout aussi des règles assez générales, assez globales. Par exemple, des numéros de carte de crédit. C'est assez global, hein, dans le monde entier, on utilise à peu près tous le même dispositif. Donc, c'est des règles qui ont été créées par Trend Micro pour détecter la donnée et savoir si cette donnée est sensible ou pas sensible. Et forcément, elle vient les catégoriser dans différents menus. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de ajouter des règles custom. Donc là, pour l'instant, on n'a que la localisation network qui est possible. Maintenant, on va pouvoir aussi créer nos propres regex. Donc la localisation network, comment ça se présente? Eh bien, c'est tout simplement donc, le fait de définir un endroit, donc un stockage externe, comme étant un stockage sensible. Donc n'importe quelle donnée qui va se trouver sur ce stockage-là est catégorisée comme étant sensible. Et donc, si jamais on détecte une donnée sur ce stockage-là qui est exfiltrée et mis en place sur un poste, eh bien, on va être capable de dire cette donnée est sensible à un certain niveau, hein. Donc, on va être capable de la catégoriser, pardon, et de mettre un niveau de sensibilité. Hop. Une fois que cette donnée a été catégorisée, on la retrouve du coup dans notre inventaire, Data Inventory. Là, je vais essayer de vous montrer une donnée que j'ai fait hier pour des tests. Voilà. Alors, je crois que c'est celle-ci. Et donc, quand je clique sur une donnée ici, alors déjà, je peux avoir quelques informations, le niveau de sensibilité de la donnée. J'ai une information sur quel poste elle a été détectée. Là, on voit, voilà, on voit aussi que le poste a un score de 80. Donc ça, c'est un score CREM. Pareil, je vous renvoie vers le webinaire CREM pour comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Le tag, donc là, c'est une donnée catégorisée comme étant de type financière et de type personnel, parce que ça matchait du coup avec la règle IBAN. Donc, vraisemblablement, il y avait un IBAN dans cette donnée-là, avec la règle Credit Card Verification Code, donc il y avait sûrement un code de carte de crédit, et parce qu'il y avait aussi une adresse email. Là, on était capable de détecter cette donnée-là comme étant une donnée financière pardon, et personnelle. Et quand on clique dessus, on va en arriver sur le data linéage, le fameux data linéage. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on voit que sur le poste, on a identifié la donnée sensible fictive. Cette donnée a été renommée. Donc, ça s'appelle maintenant donnée sensible fictive rename, donc on n'a pas été très loin, hein, c'est un fichier CSV. Et on voit qu'elle a été uploadée sur un Google Drive, ici. Donc là, on voit que le Drive n'est pas maîtrisé. C'est pour ça qu'il est comme ça. Bon, c'est une donnée, c'est un schéma assez basique, assez simple, mais on a déjà un aperçu de la chose. Et donc, une fois qu'on a, hop, alors, juste, hop, enlever cette petite barre-là, tac, tac, on met ça ici. Donc, une fois qu'on a catégorisé la donnée, eh bien, on va être capable de mettre en place des règles de sécurité pour avoir de la proactivité sur la protection de la donnée. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai créé une règle qui me dit tout bloquer. Qu'est-ce que c'est la règle tout bloquer? Si je vais dessus, déjà, à qui est-ce que cette règle va être appliquée? Donc là, on va pouvoir définir des groupes. Donc ça, c'est les groupes endpoints. Donc là, il faut avoir forcément des agents antivirus pour pouvoir mettre en place cette politique-là. Donc, est-ce que je vais la mettre sur certains groupes, ici, ou est-ce que je veux l'attribuer à tout le monde? Voilà, moi, j'ai décidé de la mettre sur tous les groupes. On peut aussi dire, je veux l'appliquer sur tout le monde, sauf les groupes présents ici. Hop, je fais Next. Ensuite, est-ce que je veux activer toutes les règles actives ou est-ce que je veux sélectionner pardon, les règles de détection précises? Là, je pourrais très bien le faire ici. Je vais prendre toutes les règles actives. Et là, je vais avoir des actions de remédiation possibles. Donc ça, voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, les drives qui sont possibles ici, c'est Google Drive, Dropbox et OneDrive.
Et ensuite, on va être capable aussi de détecter potentiellement s'il y a, donc avec un browser extension, le browser extension, je crois que je ne l'ai pas ici, non. Le browser extension, c'est une extension qui se met sur un navigateur et qui va être capable, pardon, qui va nous permettre d'avoir de la télémétrie supplémentaire sur le navigateur et c'est nécessaire pour détecter si jamais une donnée est envoyée sur un OneDrive, Google Drive, Dropbox ou sur un Gmail. Et donc, les actions possibles ici, c'est de bloquer l'envoi de cette IA, de cette donnée, pardon, sur ce drive. Donc, moi, par exemple, ma politique, c'est d'utiliser que du OneDrive. Donc, forcément, si la donnée est envoyée sur un Dropbox ou sur un Google Drive, ça me va pas. Donc, je vais le bloquer. Je vais être capable de notifier aussi et de mettre un petit message sur Windows, hein. Donc là, pareil, c'est via l'agent EDR, on a une pop-up qui apparaît qui dit attention, vous avez mis en place une donnée sur un Google Drive ou sur un Dropbox, c'est pas autorisé, donc c'est bloqué. On peut aussi détecter si la donnée était envoyée par SMB ou si la donnée, pareil, est mise en place sur une clé USB. Donc là, on va être capable de bloquer, euh, de notifier ou d'envoyer un petit message sur Windows à l'utilisateur. Et là, les browser extensions, hein, le OneDrive, etc., ça me permet juste de faire de la notification ou d'envoyer un message Windows. On n'est pas capable d'interdire une donnée d'aller sur un Google Drive si jamais pardon, c'est fait via le navigateur. En tout cas, pas avec cette partie-là. Euh, voilà pour la présentation assez rapidement de la catégorisation et la cartographie et la protection de la donnée avec le Data Policy. On va du coup maintenant aller sur le Zero Trust Secure Access et on va essayer aussi avec le Zero Trust Secure Access je vais vous montrer une petite démonstration de l'utilisation. On se mettra dans la peau d'un utilisateur. On verra comment est-ce que ça se paramètre aussi et comment est-ce qu'on peut mettre en place le Zero Trust Secure Access sur les postes de mes utilisateurs. Donc, on va avoir ici différents menus dans le ZTSA. Ce qui va nous intéresser, nous, forcément, c'est l'Internet Access and AI Secure Access Configuration. On va aussi aller voir le Secure Access Module après. On verra les ressources et les règles. Dans un premier temps, on va aller dans l'Internet Access and AI Secure Access Configuration. Et donc, on voit ici qu'on a deux manières de paramétrer notre proxy, hein. Soit via une gateway cloud, donc soit on met une gateway en cloud qui nous appartient, et du coup on renseigne ici l'IP de notre gateway dans cette partie-là. Soit on déploie une gateway on-premise, donc là c'est via une petite VM qu'on déploie dans notre LAN, et forcément il faut rediriger tout le trafic vers Internet sur cette fameuse gateway-là. OK? Ensuite, on va être capable de définir un fichier pack. Donc le fichier pack, par défaut, il y en a un qui existe, et donc là, on va être capable de l'éditer. Alors, on a une édition assez basique ici, pardon, pour bypasser le proxy, si jamais vous voulez bypasser le proxy pour certaines choses. Par exemple, si jamais votre IDP, votre Identity Provider, il est nécessaire pour se connecter, pour s'authentifier pardon, sur le proxy, il va falloir forcément le bypasser. Et sinon, on peut aller dans les paramétrages ici pour configurer vraiment spécifiquement votre fichier pack. Et là, pareil, si on déploie une gateway en local, on va être obligé ici de définir l'adresse IP sur laquelle il va falloir envoyer le flux Internet pour voilà, définir ici quel est l'IP de ma gateway. Hop. Ici, on va voir l'HTTPS inspection. Et ce qui est intéressant et ce qui est très important ici, c'est qu'on va être capable de télécharger le certificat qui va être utilisé par mon proxy. Si jamais je veux utiliser un certificat à moi, je peux aussi très bien le faire. Donc là, je vais pouvoir upload le certificat. Sinon, on va être capable ici de télécharger le certificat qui est utilisé, soit pour du Cloud Gateway, soit pour du On-Premise Gateway. Vous verrez que c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai téléchargé le certificat pour éviter d'avoir un HSTS hein, sur mon navigateur.
Ici, on va être capable de mettre en place des règles de allow list ou des règles de deny list. Ça va être plutôt pour la partie proxy Internet. Et dans les global settings, c'est pareil, pour le proxy Internet, on va être capable de mettre en place du safe search, faire du SSO si jamais on utilise un Active Directory on-premise. Donc, si jamais le poste est renseigné sur un Active Directory et que l'utilisateur forcément se connecte avec son compte Active Directory, eh bien, il sera automatiquement authentifié sur le proxy. Et ensuite, on va avoir les différentes configurations et paramétrages qu'on va pouvoir faire ici. Ensuite, une fois qu'on a configuré cette partie-là, on va pouvoir du coup déployer un module sur les postes. Donc là, moi, j'ai déployé pardon, 2 VM de test, hein, une VM qui va avoir le module et une VM aussi qui va juste prendre le point pack, le mettre sur la configuration proxy de mon poste, et du coup, j'ai pas forcément besoin d'avoir un module en plus. Là, c'est ce qu'on voit ici, hein. Hop, ma VM ZTSA1, elle a bien mon fichier .pack, et donc on a bien l'Internet Access Status qui est en on, et l'AI Secure Access Status, pareil, qui est en on. On le voit ici. Si jamais je veux déployer mon module sur une machine, donc là, c'est tous les postes qui ont un agent antivirus/EDR qui est présent. Si jamais je veux le déployer sur un poste, je clique ici, je fais Manage Module et je fais Deploy Module. C'est assez facile de déployer un module une fois qu'on a déjà un agent sur le poste. Et si jamais je veux le déployer en mode standalone, eh bien, je peux venir ici, le télécharger. Alors, je crois que c'est tout à droite. Peut-être pas là. Je ne sais plus où c'est exactement, mais on a le moyen de télécharger. Ah, c'est ici. Ça, dans les Global Settings, on peut venir le télécharger. En tout cas, on peut le déployer en mode standalone, ce fameux module. Et ensuite, on va être capable du coup de créer des règles de sécurité. Donc ça, c'est vraiment la partie paramétrage de mon module ZTSA AI Secure Access. Donc, juste assez rapidement sur les règles de sécurité qui sont possibles. Donc on peut avoir des règles de risque control, des règles de private access, internet access et AI secure access. Donc private access, comme je l'ai dit, c'est le PAM, hein, de définir qui a le droit d'accéder à quelle ressource. Internet access, c'est le proxy web. Et AI secure access, c'est la fameuse protection qu'on va mettre en place sur l'IA. Et toutes ces règles-là sont régies par des règles de risque control. Parce que, comme je l'ai dit, le zero trust, c'est never trust, always verify. Donc, même si un utilisateur se présente en étant authentifié, ayant le droit d'accéder à cette ressource-là, etc., on va être aussi capable de la remettre toujours en question. Et donc, si jamais cet utilisateur-là s'est fait compromettre, pardon, parce que, je sais pas, il y a eu une détection sur son compte, parce que, voilà, pour X ou Y raison, on estime qu'il s'est fait compromettre, on estime qu'il représente un risque pour mon entreprise, eh bien, je peux lui interdire l'accès à une ressource, à une IA générative, etc., etc. Ça, c'est grâce à des règles de risque contrôle. Et donc, dans les paramétrages du AI Secure Access, on va être capable du coup de créer une règle ici. Donc là, je vais reprendre la règle que j'avais créée. J'ai dit que je voulais protéger les IA publiques ici. Donc, on peut aussi protéger des serveurs MCP pour ceux qui en auraient. Là, on va choisir la personne à qui la règle va être appliquée. Donc là, moi, j'ai mis que mon compte ici. Si jamais j'ai des device posture profil que je veux configurer, on peut le faire aussi ici, hein. Est-ce que le profil device fait partie du domaine? Est-ce qu'il a un antivirus de telle fonctionnalité, de telle marque, etc., etc. Définir des localisations. Je peux dire, si jamais la personne est en France, elle a le droit d'accéder à cette ressource-là. Si jamais elle se retrouve dans un pays étranger, elle n'aurait pas forcément le droit d'accéder à ces IA-là. Le trafic. Donc là, on va sélectionner plutôt l'IA qu'on va venir monitorer. Moi, j'ai fait du chat GPT pour mon exemple. Si jamais la règle, je veux qu'elle soit active tout le temps, ou si je veux qu'elle soit active que par exemple, lundi au vendredi, je pourrais mettre ici 8h et 18h, hein, peut-être pendant les horaires de travail, et puis quand c'est pas les horaires de travail, les personnes ont le droit d'accéder à cette ressource. Et là, l'action qu'on va prendre, soit on va bloquer, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment le but, soit on va autoriser l'IA, mais en mettant des règles avancées d'inspection de contenu. Donc déjà, on va pouvoir dans un premier temps définir une restriction au niveau du tenant, pour le coup ChatGPT, qu'on va utiliser. C'est-à-dire on va autoriser l'accès
qu'à un chat GPT de type entreprise, parce que vous avez mis en place un chat GPT entreprise, et du coup, vous voulez que l'utilisateur n'accède qu'à chat GPT avec la partie enterprise. Donc ça, on va pouvoir le faire. On verra après comment est-ce qu'on peut le faire. Donc pour le faire, hein, tout simplement, c'est assez rapidement, on peut créer une règle ici. On dit donc sur ce domaine-là, je veux avoir le Workspace ID. Donc ça, c'est un fameux Workspace ID qu'il faut récupérer de la part de l'administrateur du Workspace. Et on met en place ici. Ensuite, on va pouvoir détecter du coup bah, de la donnée sensible, de la Sensitive Data Loss Prompt Detection. Et donc là, on va être capable soit d'utiliser les filtres créés par Trend Micro, soit créer nos propres filtres. Donc ça, on va pouvoir aller voir dans les ressources comment est-ce qu'on peut créer nos propres filtres. Là, moi, j'ai créé un filtre France qui va récupérer du coup, toutes les données catégorisées comme étant euh, sensibles en France. Donc adresse email, alors je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, mais en gros des IBAN, adresse email, etc. Tout ça sera détecté et nous sera interdit d'envoyer sur une IA générative. Si jamais on a une IA interne, on va pouvoir la protéger sur du prompt injection pour vraiment la protéger des menaces. Pareil, sur le harmful prompt detection, éviter que l'utilisateur puisse envoyer des messages de haine, des messages obscènes ou des messages de violence ou des messages illégaux. On va pouvoir l'activer ici. Le file upload detection, on peut venir bloquer l'envoi de fichiers sur mon IA. Et si jamais on la monitor, on va être aussi capable de bloquer un fichier envoyé, donc détecter ce qui est le contenu de ce fichier-là pour pouvoir le bloquer. Et du coup, dans les réponses, on va être aussi capable de protéger l'utilisateur de la réponse de notre IA. Donc là, voilà, par exemple, j'ai repris une réponse basique, hein, la réponse de mon prompt ici. Donc, si jamais l'IA me répond un message que je ne vais pas forcément recevoir, je vais être capable de le bloquer. Encore une fois, je vous le dis, c'est plutôt utilisé dans des IA internes pour éviter voilà, que n'importe quel utilisateur puisse demander la fiche de paie du patron, etc., etc., pour éviter d'avoir ce type de fuite de données en interne. Et si jamais forcément aussi l'IA nous renvoie une URL malicieuse, hein, on va être capable forcément de la bloquer. Donc voilà, le paramétrage de la solution, c'est assez basique. Pour les ressources d'accès, donc pour définir une règle de données catégorisées comme étant sensibles, on va dans les Secure Access ressources ici. Là, on est un peu dans tous les sens. On va être du coup dans le AI Content Inspection de retrouver les règles que j'avais définies. Donc là, par exemple, ici, dans ma règle France, j'ai dit que soit on peut utiliser déjà les templates définis par Trend Micro. Donc là, on a tout ce qui est en France, banking and financial information, etc., etc. Et on peut aussi définir des templates personnalisés et customisés, donc des IBAN, des numéros de téléphone, des emails, etc. Si jamais on veut créer nos propres templates, on peut le faire. À savoir aussi, c'est que si vous êtes connecté avec Entra ID et que vous avez le Microsoft Purview Information, pour catégoriser, pour labelliser en tout cas de la donnée sur Microsoft, sur Entra ID, vous pouvez le connecter et donc récupérer les labels ici et donc forcément interdire quelques labels d'être envoyés sur des IA génératives. Hop, bah, du coup, on va pouvoir passer à la démonstration sur mes VM ici. Alors, on va commencer par celle-ci. Je ne sais plus si celle-ci. Voilà, celle-ci va utiliser mon module 03 Secure Access, hein. Donc, je l'ai déployé ici. Ça prend quelques minutes à se déployer à peu près. Donc là, on voit que je me suis authentifié ici. Si jamais je veux me désauthentifier, je peux faire Switch User ici. Euh, Hop, je veux bien continuer. Et donc là, il me demande de me réauthentifier. Donc, il va m'envoyer sur la page de connexion. Alors, moi, j'ai utilisé l'IDP natif à la solution Vision One. Je pourrais très bien utiliser un IDP externe, un Entra ID, un Walix IDAS, un TrustLM, hein, du coup. Voilà, une solution externe d'authentification. Hop, donc là, je m'authentifie ici. Alors, pas avec mon Entra. Alors, je sais pas pourquoi à chaque fois il me fait ça. J'arrive pas du coup à me reconnecter. C'est juste de le rouvrir.
comme je suis en RDP, à mon avis, il aime pas trop ces, bon, ça fait rien. Je vais vous montrer. Bon, du coup, là, voilà, on peut s'authentifier. Ensuite, on peut venir se connecter ici. Je vais vous montrer du coup sur mon autre VM qui, elle, pour le coup, utilise le proxy directement. Donc, elle n'a pas de module ZTSA hein, déployé. Elle n'a même pas d'antivirus d'ailleurs, Trend Micro. Et donc, celle-ci, je l'ai mis en place juste le proxy dans les paramètres de proxy de Windows. Hop, donc ici, je suis allé dans mes paramètres de proxy. Donc ça, on peut le déployer par GPO potentiellement. Je vais utiliser un script et donc là, je vais récupérer mon point pack, l'URL de mon point pack sur, euh, sur ma configuration TrendAI Vision One. Donc là, je vais dans Internet Access and AI Secure Access. Non, je pense que j'ai trop de choses d'ouvert et du coup, la machine mon poste a un peu de mal à charger les différentes pages. Donc j'étais dans Pack File ici et je suis venu faire un copier de ce fichier-là et je l'ai collé du coup dans ma VM. Hop, donc là, on peut déjà vérifier dans un premier temps que c'est bien mon certificat Trend Micro voilà, qui a été défini. Donc là, on voit que je passe bien du coup par le proxy. Le certificat, forcément, comme je ne passe pas par le module ZTSA, il faut que j'importe le certificat de Trend Micro sur la Chine. Donc là, je suis venu le télécharger et le mettre en place ici. Je l'ai importé hein, dans mes certificats d'autorité de confiance. Et donc là, j'accède à mon chat GPT dans l'espace de travail que m'a été fourni par mon entreprise. Donc là, si jamais je me désauthentifie, que je veux me déconnecter, me connecter du coup avec, avec un autre compte, bon, déjà là, si je veux l'utiliser sans compte, euh, il ne me laissera pas faire, hein. Hop, je vais juste lui dire bonjour. Moi, il va me demander de m'authentifier. Voilà, là, il me demande de m'authentifier. Si je me connectais, par exemple, ici avec un compte tiers, hein, mon compte personnel, ici, il va me dire, tu n'as pas le droit de te connecter. Alors, juste, il va falloir que je m'authentifie quand même. Hop, hop, hop. Et donc là, il me dit, voilà, aucun compte ChatGPT éligible trouvé parce que j'ai pas le droit de me connecter avec ce compte-là. Hop, je reviens en arrière. Donc si je viens ici et que par contre je m'authentifie avec mon compte chrisreseau.com, celui-ci a le droit de se connecter. Encore une fois, je vais recevoir un mail pour pouvoir authentifier. Hop, tac, tac, tac. Hop, et donc là, il me laisse m'authentifier sur mon chat GPT. Et donc là, bon, là, je vais créer un petit prompt à envoyer que j'ai gardé, comme ça m'évite de perdre du temps à envoyer un prompt. Et donc, si jamais je lui demande ici de voilà, je te dis, je dis, pardon, je te donne des données en vrac et tu vas me les ranger dans un tableau. Donc là, je vais lui donner des données considérées comme étant sensibles parce que c'est des données qui vont être représentées comme étant du RGPD, hein, donc pour éviter d'envoyer des numéros de téléphone, IBAN, etc. Sur une IA, éviter que ça fuite, eh bien, l'utilisateur ne le sait pas forcément, j'envoie, et donc là,
Là, il me dit, voilà, impossible de charger la conversation. Alors, je vais juste créer une conversation basique. On est censé avoir un message de retour. Vous voyez que ça prend du temps, en fait, avant d'afficher, parce qu'en fait, simplement, la solution attend que l'IA génère son message entier pour pouvoir analyser sa réponse et potentiellement nous bloquer si jamais la réponse ne nous convient pas. Et donc là, si je lui remets mon petit prompt ici, voilà, on a un petit message qui nous dit: «Attention, vous n'avez pas le droit d'envoyer ces données-là». Ce message-là est personnalisable d'ailleurs. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on peut personnaliser ce message-ci. Il nous dit: «Voilà, vous avez utilisé donc l'URL chatgpt.com et cetera. L'username c'est, Tanguy, tbagati@chris-réseau.com», et cetera. Donc c'est la règle aussi avec laquelle on va matcher, et il nous dit pourquoi on a été bloqué. Donc là, c'est parce que j'ai envoyé des données sensibles dans mon IA. Alors, pour paramétrer ce message-ci, on a dans notre configuration du Zero Trust Secure Access l'onglet Customization Settings. Hop, tant que ça charge. Et du coup, on retrouve ici les pages de customisation de toute ma solution Zero Trust Secure Access, avec différentes pages de restrictions ici. Et donc, pour mes restrictions au niveau de mon IA, ça se retrouve à toute fin. Et donc là, on a le Secure Access Rule Block Page et le AI Content Expression Block Page. Donc ça, c'est vraiment le message, pardon. Ça, c'est vraiment le message de blocage que j'ai reçu. Donc là, on voit le message qui est ici. Donc si je veux le customiser, je peux le faire. Mettre un message, je peux mettre par exemple, vous ne passerez pas. Hop, je save. Et donc, si je retourne mon IA, je lui renvoie le message. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide, hein, le temps que le transfert d'informations. Et donc là, voilà, on a bien notre message qui a été modifié ici. OK. Écoutez, j'en ai fini pour la démonstration. Je pense n'avoir pas oublié grand-chose. Je n'ai pas oublié du tout quelque chose d'ailleurs. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous laisse me les poser. Alors effectivement, c'est des crédits, oui. Alors toutes les solutions de Vision One fonctionnent en crédit. Le nombre de crédits, par contre, pour l'AI Secure Access, je ne me souviens plus. Ça, faudra vous retourner plutôt vers votre commercial Chris Réseau qui sera vous orienter. Alors je peux quand même le retrouver sur cette partie. J'essaie de vous retrouver l'information. Sachant qu'il y a des bundles qui existent sur le Zero Trust Secure Access. Si vous prenez à la fois le proxy Internet plus le proxy IA, ça vous coûtera un peu moins que si vous prenez les deux séparément, etc. Je retrouve juste l'information. J'ai vu qu'il y a un message, je vais le lire tout de suite. Hop, je sais plus où c'est exactement, je crois que c'est là, voilà. Non, je sais plus. Voilà, pour les nombres de crédits, il faudra aller vous renseigner plutôt sur plutôt vers votre commercial Chris Réseau. Alors, la question qui a été posée: «Quel est le plus simple, s'il vous plaît, pour retrouver cette présentation, mais aussi les précédentes sur TrainAI Vision One, s'il vous plaît?» Alors, sur notre site Chris Réseau, je vais vous mettre le lien dans le chat. Juste, je retrouve l'endroit du site. Mais on a tous les webinaires qui ont été réalisés par Chris Réseau, hein, donc que ce soit à la fois des webinaires liés à Trend Micro ou des webinaires aussi liés aux autres marques que l'on revend. Et donc, on a une partie webinaire juste ici. Je vous envoie le lien dans le chat de la page des webinaires. Et donc, vous avez le lien vers nos webinaires Trend Micro aussi, que j'ai réalisé et que mes prédécesseurs aussi avaient réalisé à l'époque. Alors, ils seront peut-être un peu obsolètes, certains, mais en tout cas, on essaie d'en faire assez régulièrement avec le lien, voilà, vers tous nos webinaires. Donc là, vous pouvez les retrouver. Il faut savoir aussi quand même que à la suite de ce webinaire, alors dans les jours qui arrivent,
je vous enverrai un mail avec les différentes informations qui vont être utiles, qui vont vous être utiles, pardon, pour la suite, liées à Trend Micro, hein, forcément. Et je vous enverrai aussi le replay de la vidéo, parce que vous pourrez aussi retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube. De toute façon, vous verrez sur le lien sur les webinaires ramène vers une vidéo YouTube. Donc sur notre chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos aussi qui ont été proposées. On essaie d'en mettre encore d'autres, des nouvelles. On va essayer voilà, de fournir quelques formats aussi différents sur sous forme de vidéos. Et avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin du coup à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, par la suite, je vous laisserai me les communiquer par email, hein. Il n'y a pas de problème. Je pourrais vous répondre. Alors, si c'est une question plutôt d'ordre commercial, je vous laisserai voir avec votre commercial réseau. Si c'est une question plutôt technique, hein, vous pouvez me les poser directement, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, ben, bonne journée et bonne journée. Au revoir.